De l'aube à la jeunesse du Niger, qui sont forts, résistants et actifs. Tout comme ce repas symbolise l'aube d'un nouveau jour, notre engagement envers la jeunesse nigérienne a atteint de nouveaux niveaux. Nous voulons continuer à ce niveau d'engagement. La Jeune Chambre internationale est une organisation à but non lucratif, basée sur des jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans et est actif dans plus de 100 pays à travers le monde. Nous cultivons des valeurs comme le service, la liberté des individus, le développement humain, la culture de la justice et la fraternité. Justement, en parlant de fraternité, laissez-moi saisir cette tribune pour saluer la présente initiative du Centre culturel américain qui a pensé à offrir ce secours, et ceci relativement au mois béni dans lequel nous sommes. Moi qui recommande fortement tolérance, pardon et partage. Le Centre culturel américain a eu à financer plusieurs projets et formations de la Jeune Chambre internationale. Ceci prouve, Madame la Directrice, de votre engagement à accompagner la jeunesse nigérienne et surtout la booster vers le développement du pays en leur donnant l'occasion de servir l'humanité, de servir le futur de l'humanité. Je vous prie au nom de toute la JCI Niger de trouver ici toute notre profonde gratitude et nos remerciements les plus sincères. À l'occasion de ce secours collectif CCA JCI Niger 2013, le sénateur Ali Zourkleni Jibrila Maïga, architecte, urbaniste et ingénieur culturel, poste président national 2012 et pour 2013, représentant de la JCI siège pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a animé une conférence débat sur l'impact d'un leadership féminin. Il faut dire que c'est le thème du mandat 2013 de la JCI Niger. Pendant ce mandat, les femmes, où qu'elles soient, doivent impacter leurs voisins, leurs collègues, leurs familles, bref, leur communauté. Des exemples des femmes nigériennes qui ont relevé ce défi ont été évoqués, images à l'appui. Retenez enfin qu'une projection sur l'historique, la vision et la mission de la JCI a été faite également. C'est aujourd'hui que les Maliens sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Au Niger, plus de 6 000 électeurs sont concernés par le vote. À Niamey, c'est au lycée Issa Korombe que se sont déroulées les opérations de vote. Reportage Rachida Senidjouri et à côté au glaçon. Ce dimanche 28 juillet 2013 est un jour de vote au Mali. C'est le premier tour des élections présidentielles. Les Maliens vivant à l'intérieur, tout comme ceux vivant à l'extérieur du pays, sont appelés à voter leur futur président de la République. Au Niger, les Maliens résidents ou réfugiés sont sortis massivement ce matin pour accomplir leur devoir civique. Ils sont plus de 6 000 électeurs recensés et inscrits sur la liste. À Niamey, les opérations de vote se déroulent au sein du lycée Issa Korombe où des bureaux de vote ont été créés à cet effet. Vous voyez, nous venons de terminer avec les différents contrôleurs et observateurs nationaux et internationaux le tour de tous les bureaux et on nous a confirmé que tout le matériel est disponible au niveau des bureaux, intérieurs et extérieurs et ici à Niamey. Et donc les personnes ont commencé à voter, les électeurs sont là, vous voyez vous-même l'affluence, n'est-ce pas? Et ça continue à venir. Nous avons 6 858 électeurs enregistrés ici au niveau du Niger sur 2027, donc à peu près un taux de 64% de retrait des cartes. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité sur les lieux de vote. En témoigne la présence de la police nationale. Pour l'heure, tout se déroule normalement au bureau de vote numéro 8. Ça se passe très bien. Depuis le début jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré de problème majeur. Du côté des votants, la bonne humeur est au rendez-vous. Un seul souhait, un président légitime qui sera à mesure de défendre l'intérêt du pays et celui du peuple. Donc moi de près à bon Dieu, tous ceux qui peuvent avoir pitié des pauvres, comme on est dans un pays vraiment qui n'est pas facile maintenant, notre pays en crise. Donc on de sorte à bon Dieu maintenant de nous faire un bon président qui peut avoir pitié de nous, et de tous les musulmans. Président Hanakano Bakar Talkai Sagi Gaga Sinewodin Dainir Gohuraga. 27 candidats dont une femme sont sur la liste pour briguer le fauteuil présidentiel du Mali.
Si aucun d'eux n'obtient la majorité absolue, un second tour est prévu pour le 11 août prochain. Les citoyens maliens attendent beaucoup de cette élection qui doit rétablir l'ordre constitutionnel normal interrompu depuis mars 2012. Les Maliens sont en effet sortis massivement pour voter et l'on annonce d'ores et déjà un taux de participation dépassant largement ceux des précédentes élections. Récit Stéphane Reis. Au quartier de Sébéni-Koro, 30 éléments de la garde nationale, un corps d'élite, sont déployés. Leur mission, assurer la sécurité d'Ibrahim Boubacar Keïta et contenir ses nombreux partisans venus le soutenir. Dans une ambiance à la fois festive et électrique, Ibeka vote au milieu de la matinée à Bamako. Il affiche son optimisme. Je suis toujours confiant. Je toujours crois en ce peuple-là, je crois en ce peuple très profondément. Vous l'avez senti tout au long de la campagne. Quelques kilomètres plus loin, au quartier de Badala Boubou, l'ambiance est moins survoltée. Mais l'assurance de Soumaïla Cissé est aussi forte que celle de son principal rival. Le candidat de l'URD vote dans le bureau 25. J'ai une pensée pour tous ceux que j'ai rencontrés dans ce pays. Les jeunes, les femmes, les enfants, qui sont en quête de bien-être, qui sont en quête d'un meilleur avenir. Dès les premières heures de la matinée, dans de nombreuses communes de Bamako, des files d'attente étaient visibles devant les bureaux de vote pour ce scrutin, un scrutin qui se veut apaisé. Un bon vote, ça passera par l'effort de tout le monde, hein. Les membres du bureau, les délégués, ceux qui viendront des partis politiques qui viendront assister, et même les électeurs. Moi je pense que chacun doit fournir au moins un effort pour qu'on puisse avoir un vote vraiment accepté par tout le monde. L'un des enjeux de la présidentielle de ce dimanche est incontestablement la participation. À la mi-journée, la mobilisation des électeurs était nettement plus importante que celle observée il y a 6 ans, à la même période. Retour au Niger pour signaler que le débat politique porte depuis un certain temps sur la formation d'un gouvernement national et l'on se rappelle des multiples appels lancés à cet effet par le président de la République à l'opposition, dossier signé Mohamed Fima. L'évolution de la crise malienne et la lourde menace qu'elle constitue pour la sécurité et la paix dans l'ensemble des pays sahélo-sahariens, plus particulièrement dans notre pays, si proche des bastions des groupes terroristes qui ont occupé le nord du Mali, a amené les plus hautes autorités du Niger à prendre toutes les mesures qui imposaient la gravité de la situation. Outre les énormes efforts diplomatiques déployés par le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour convaincre les Nations Unies et les puissances occidentales à prendre la menace des terroristes au sérieux et à s'impliquer militairement dans la résolution du conflit malien, le gouvernement, fort du soutien de l'ensemble de la classe politique et de toutes les forces vives de la nation, a envoyé en 2012 un contingent militaire de plus de 600 hommes armés au Mali. C'est dans ce contexte de crise sécuritaire nécessitant la mobilisation de tous les Nigériens autour de nos vaillantes forces armées que le président de la République a tendu la main à l'opposition en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. De 1999 à ce jour, j'ai toujours soutenu l'idée d'un gouvernement d'union nationale, que je considère comme étant la formule la plus adaptée aux pays en transition démocratique comme le nôtre, et c'est pourquoi on s'en souvient. J'en ai fait la proposition, malheureusement sans succès, dès mon accession à la magistrature suprême. C'est pourquoi, au mois d'octobre dernier, j'ai informé certains responsables de la majorité de mon intention d'y avoir recours, au cas où l'ensemble de la classe politique acceptait d'y adhérer. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que l'idée y a fait du progrès. Le président de l'Assemblée nationale, Hamma Amadou, plaidait en faveur de la formation d'un gouvernement d'union nationale et à l'unanimité, les députés nationaux ont approuvé et applaudi sa proposition. J'appelle donc tous les partis politiques, de tous les bords, à accepter, et cela dans l'intérêt exclusif du Niger, de répondre favorablement à cette proposition salutaire pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale si jamais
le président de la République, chef suprême des armées, en sollicitait la formation. Le jeudi 23 mai 2013, des kamikazes bourrés d'explosifs attaquent simultanément la garnison d'Agadez et l'usine de Somaïr à Arlit, faisant une trentaine de morts et d'énormes pertes pour l'économie nationale. Le pays est en deuil et a besoin de l'union et de la mobilisation de tous ses fils pour sa survie. Ces événements tragiques relancent le débat politique sur la nécessité de la formation d'un gouvernement d'union nationale et sa conformité à la Constitution. Fort de l'avis favorable de la Cour constitutionnelle saisie à cet effet, et au regard de la persistance de la menace terroriste qui pèse sur notre pays, la formation d'un gouvernement d'union nationale sera à l'ordre du jour du débat politique. À en croire de nombreux confrères, l'opposition, après plusieurs réunions de concertation, a fini par accepter la main tendue du président de la République, chef de l'État. Et pour en savoir plus sur la constitution d'un gouvernement d'union nationale, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Yahya Issoufou. Yahya Issoufou est docteur en histoire, également docteur en sciences politiques. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Première question, docteur, quelle définition donner à un gouvernement d'union nationale et quel pays peut y faire recours? Alors tout simplement, un gouvernement d'union nationale ou d'unité nationale, c'est une équipe soucieuse des intérêts du pays au-delà de tout esprit partisan et qui tiendra compte des intérêts du moment. Maintenant, un gouvernement d'unité ou d'union nationale a été expérimenté ailleurs, notamment en Europe. Aujourd'hui, l'Italie a un gouvernement d'union nationale, la Grèce, le Danemark, la Belgique. Eh bien, ce sont les situations internes à chaque pays qui dictent la conduite à tenir et aujourd'hui le Niger peut-être est au tournant de cette volonté exprimée par le président de la République de vouloir mettre en place un gouvernement d'union nationale. Alors docteur, quelles sont les conditions de mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Alors globalement, il y a trois conditions pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. D'abord, ça devrait être la mise en place concrète qui traduit la volonté de mettre un programme bien exprimé aux objectifs clairement définis et consensuellement déterminés. Ensuite, il s'agit du partage des différentes responsabilités au sein de l'équipe gouvernementale et enfin, il faut que ce gouvernement, la durée de ce gouvernement soit traduite concrètement en amont. Donc, il s'agit de faire face aux problèmes de l'heure sur une base consensuelle en tenant compte des intérêts expressément des intérêts nationaux avec pragmatisme. Qu'est-ce qui peut justifier de la constitution d'un gouvernement d'union nationale? Alors, on l'a vu ailleurs, en France, il y a eu un gouvernement d'union nationale en 14-18. Toute la 4e République française était reposée sur un gouvernement d'union nationale. Généralement, c'est lorsque la situation politique, la situation économique ou sécuritaire impose que le clivage gauche-droite, si tant est qu'il y ait une gauche et une droite au Niger, transcende justement, il faut que la réalité transcende ces clivages pour que tous les citoyens soient réunis autour d'un chef pour regarder dans la même direction. Quels sont les objectifs qui peuvent être recherchés à travers la formation d'un gouvernement de ce type? Alors, comme objectif, je crois que c'est un signal que les Nigériens donneraient à la face du monde pour montrer qu'ils sont capables de se souder autour des problèmes concrets de l'heure, parce qu'il y a énormément de défis, il y a des enjeux et le monde va mal, le Niger ne fait pas exception, il ne vit pas en autarcie et je pense qu'il y a lieu de regarder avec beaucoup plus de responsabilité cette idée. Alors, docteur, quels sont les enjeux, défis et dangers s'il y en a d'un gouvernement d'union nationale? Alors, je commencerai par les défis. Les défis, ils sont, comme ça a été dit, sécuritaires. Les défis sont économiques. Si vous prenez le programme de la Renaissance, à partir du 3e point, les 8 points exprimés, je crois que la relance de l'économie est un vrai problème. Il y a les défis qui sont liés à l'emploi, il y a la remise des Nigériens au travail,
il y a la lutte contre la corruption, contre l'impunité. Donc le Niger globalement est un chantier qui est à son début et je pense que tout est à faire et que l'apport de chacun est nécessaire dans la conduite qui est à tenir. Au vu de tout cela et dans le contexte actuel, docteur, le président de la République a-t-il raison de vouloir constituer un gouvernement d'union nationale? Alors, il y a les défis, il y a les enjeux. Est-ce que les Nigériens seraient capables de se surpasser pour regarder dans la même direction? Il y a aussi peut-être des écueils, c'est la mise entre parenthèses du jeu politique. Maintenant, la culture politique nigérienne, elle est issue ou elle est l'héritage de la culture politique française, qui est une culture de confrontation qui est issue de la Révolution française. Et le scrutin majoritaire à 2 tours permet de singulariser, de montrer qui est le vainqueur. Alors, la France a expérimenté une quinzaine de régimes de 1791 à 1958 et finalement de l'Empire en passant par le directoire au consulat à la République actuelle. Je pense que cette histoire politique française est traduite par la Constitution présidentielle de la 5e République. Maintenant, le Niger, est-ce que les Nigériens ont le même ADN que les Français? Est-ce que les Nigériens sont capables, puisque le président de la République, il a une fonction institutionnelle, c'est le gardien de la Constitution, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est le garant de l'intégrité territoriale. Il a une fonction politique qui peut paraître comme partisane, mais la fonction politique et la fonction institutionnelle se renforcent mutuellement et c'est cette volonté de mettre en œuvre un programme d'État au-delà de tout esprit partisan. Maintenant, après 2 ans d'exercice de pouvoir, le chef de l'État, le président de la République, a estimé que l'apport de chacun serait indispensable pour mettre le Niger dans une position de décollage parce que tout est à faire. Maintenant, est-ce que le président de la République a bien fait? En 20 ans, je pense que tous les genres de systèmes ont été expérimentés au Niger. Et je pense que le seul système qui n'est pas été mis en œuvre, c'est justement un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale qui va être fait sur un programme au moins minimum. Il faut voir sur quelle base, quel est le programme à mettre en œuvre. Quels sont les acteurs? Je pense qu'il faut mettre les champions de chaque camp. Ce gouvernement, de mon point de vue, ne devrait pas être politique, il doit être technique, pour prendre en compte les problèmes de l'heure. Et de mon point de vue, il ne devrait pas excéder une demi-mandature pour que le jeu des institutions soit véritablement respecté. Le président de la République a-t-il raison donc de vouloir le faire, oui ou non, docteur? Alors, compte tenu des enjeux qui ont été soulevés, ces enjeux sont d'abord économiques, économiques dans le sens où les autorités ont pendant longtemps, depuis quelque temps, en tout cas exprimé, par exemple, le déséquilibre entre le Niger et ses partenaires sur le plan des matières premières. Donc, de ce point de vue, le Niger a besoin de tous pour justement rentrer dans son droit. Je crois que c'est une idée qui est à regarder avec beaucoup plus de responsabilité et que le président de la République, de mon point de vue, a fait preuve d'un courage politique qui doit être salué et qui doit être vu à sa juste hauteur, celui de mettre en place une équipe gouvernementale composant toutes les sensibilités et toutes les forces vives de la nation. En tant que spécialiste des questions politiques, si ça devrait arriver, quel appel avez-vous à lancer donc à la classe politique nigérienne? Alors, je pense que la classe politique nigérienne doit faire preuve de responsabilité. Je disais que le monde va mal. Tout autour du Niger, il y a une instabilité que chacun observe. Le pays, pour l'instant, est un peu tiré d'affaire, mais la menace sécuritaire, elle est réelle. Les enjeux, ils sont réels. Les défis sont réels. Donc, je pense que la classe politique, dans son ensemble, doit faire, ne serait-ce un temps, les différentes querelles de clochers pour prendre en compte véritablement les intérêts du Niger, parce que
que ce soit le pouvoir ou l'opposition, les deux visent le même objectif, c'est l'intérêt du Niger et que c'est lui qui doit être mis en avant par les bords, même les extrémistes de tous bords. L'intérêt du Niger avant tout, bien dit. Docteur, merci d'être venu. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. RTL Niger poursuit ses innovations et après Zender, hier, aujourd'hui, c'est à Maradi qu'est intervenu le lancement de nouveaux produits. Les précisions avec nos reporters Moussa Jarili et Maman Moro. Officiellement lancé le 5 juillet dernier sur le plan national, le challenge Ogad Oga de RTL Niger a été lancé à Zender et Difa vendredi dernier et à Maradi ce samedi au titre de la zone Niger Est-Est. À travers ce challenge, RTL vise à promouvoir M-Kodi pour RTL Monnaie qui est le produit phare de l'année 2013. Ogad Oga concerne tous les circuits de distribution de RTL, à savoir les distributeurs agréés, les agents motorisés, les points de vente et le freelance, tous partenaires attitrés de RTL, et consiste à primer dans chaque catégorie de clientèle les meilleurs en termes d'activité M-Kodi, à savoir enlèvement et commande par les distributeurs, transactions M-Kodi ou RTL Monnaie et création de points d'échange M-Kodi. Pour le commun des clients de RTL, l'avantage de Challenge Ogad Oga est la mise à leur disposition d'un portefeuille mobile qui leur permet de faire des achats dans les points de vente marchands agréés par RTL, notamment le paiement des factures Nigelec et l'achat des crédits de commande avec M-Kodi. Dans un exposé fait avec images à l'appui sur les enjeux du nouveau challenge Ogad Oga, le zonal business manager de la zone Est-Est Maradi, Zender et Difa, le nouveau produit changera fondamentalement la façon de travailler des clients tout en optimisant leur productivité. Benyamin Sabo Yakuba leur a lancé un appel et leur a dit ce que RTL attend d'eux. Quand on parle de Oga, on dit chef. Donc c'est une affaire entre les grands. Du distributeur, vous allez m'autoriser au point de vente et même le client final. Les abonnés RTL. C'est eux, les Oga. Et je crois que le message qu'on a passé, il y a eu beaucoup de discussions, ce qui démontre aujourd'hui leur engagement à vouloir travailler ce produit, qui est le M-Kodi. Donc aujourd'hui, les agents motorisés qui sont les véritables acteurs sur le terrain ont posé beaucoup de questions et ont fait des propositions sur lesquelles on va travailler et pour que demain nos objectifs qui sont communs pour ce challenge soient atteints. Prévu pour 6 mois de juillet à décembre 2013, le challenge Ogad Oga prévoit d'importantes récompenses aux meilleurs revendeurs de RTL, allant de l'argent liquide chiffré à des millions au kit, en passant par des motos et des billets de voyage à la Mecque et à Dubaï. Voyons avant la météo, ce qui fait le reste de l'actualité sur le continent dans cette sélection commentée par Stéphane Reiss.